Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live exceptionnel. Alors, la crise n'est pas terminée, la crise sanitaire est encore là, la crise économique se profile et la crise sociale s'annonce terrible. Et nous sentons bien, d'ailleurs, dans cette période floue que nous traversons, que nous sommes dans un présent suspendu, quelque chose qui n'est ni confiné, ni libéré. Alors, ce midi, je vous propose de prendre un peu de recul, d'essayer de comprendre ce qui nous est arrivé et comment nous l'avons vécu et ce que nos réponses et nos peurs disent de nous et de notre futur. Car si nous avons tous un souvenir intime de ce confinement, il est encore difficile de s'en faire une représentation collective tant les situations individuelles ont varié. Et bien que les tribunes, chroniques, appels, manifestes, témoignages, livres, lettres, meutes et conférences sur le monde d'après pullulent, il est en réalité impossible de dire ce que sera ce mythique futur. D'abord parce qu'il nous faut gérer ce long présent et parce que l'avenir est ce que l'on en fera. Il sera conditionné par nos choix et donc notre capacité d'adaptation à toutes les crises à venir. Voilà pourquoi cette émission est si spéciale. Elle pose les premiers jalons de demain. Pas sur la base d'injonctions, mais d'observations scientifiques, pas sur des récriminations, mais sur l'étude de nos capacités cognitives à changer de paradigme. Une telle évolution est forcément une expérience collective, une mise en mouvement de toutes les volontés. Cette émission, à l'initiative des Mohotalk, est donc aussi une expérience collective extraordinaire. Elle vous est présentée et diffusée conjointement par So Good, l'ADN, Moho, Ouzbek Erika, Madines, Make Sense, Human Adaptation Institute, 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française, School Lab, Hello Tomorrow et les Napoléons. Grâce à eux, ce midi, nous allons découvrir ensemble les premiers résultats de l'étude Covadapt, lancée par Human Adaptation Institute en partenariat avec le CERMES 3 et l'Institut du cerveau. C'est une étude inédite sur l'adaptation humaine face aux changements profonds. C'est une étude unique sur la manière dont nous traversons cette crise avec comme horizon une question capitale, comment s'adapter à demain? Et pour répondre à cette question, nous accueillons le cofondateur du Human Adaptation Institute, celui qui a lancé l'étude Covadapt. Il y a très longtemps, il était acteur, mais il s'est adapté. Désormais, il est explorateur, chercheur, spécialiste de l'adaptation. Il est l'auteur de l'essai Explorer demain, comment être un explorateur du 21e siècle. Voici Christian Clot. Bonjour. Bonjour Christian. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et découvrir les résultats de votre étude. Mais je précise avant cela que tout le public, que vous soyez face à votre caméra ou comme moi face à votre téléphone portable, vous pouvez à tout moment poser des questions dans l'onglet questions-réponses ou converser qui se trouve au milieu de votre barre d'outils. Je poserai vos questions au fil de la discussion. Évidemment, si le temps nous le permet, on a un programme dense, mais je vous assure que nous vous entendrons. Alors, Christian, avant qu'on puisse se lancer tout de suite, avant de découvrir les résultats, il faut peut-être préciser ce qu'est l'étude Covadapt. Quels étaient les buts et les objets de cette étude? Oui, alors effectivement, l'étude Covadapt, on l'a lancée dès les premiers jours du confinement. À l'instant, on a appris le confinement, on a tout de suite mis une team en place pour créer cette étude. Donc, ça a été très, très rapide. C'est exceptionnel, hein, je tiens quand même à le dire. C'est très rare qu'en sciences sociales, on est capable, en quelques jours, de mettre en place une étude qui, normalement, prendrait plusieurs semaines à être réfléchie. Mais grâce à la diversité des populations de scientifiques, psychologues, psychiatres, spécialistes des risques, spécialistes de situations extrêmes, on a pu mettre en place cette étude qui a démarré très vite, on va le voir, et puis qui avait deux buts. Le premier but, c'est tout simplement essayer de comprendre comment allaient les gens durant cette période de confinement, comment finalement, psychologiquement, psychiatriquement, émotionnellement, ils allaient vivre ce confinement. Mais plus important, et c'est notre travail chez nous, chez Adaptation Institute, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on va s'adapter, comment est-ce que les mécanismes de l'adaptation se mettent en œuvre, et finalement, est-ce qu'on va être capable de s'en servir ou pas pour essayer de réfléchir différemment le futur. C'est vraiment, et ça c'est exceptionnel. Il faut quand même imaginer que étudier une situation de crise pendant une crise, c'est extrêmement rare. Et c'est vrai qu'une étude comme la nôtre, forcément, elle a beaucoup de biais. C'est-à-dire que
On ne peut pas constituer un panel, comme vous avez tous entendu, hein, des études randomisées où il faut avoir un panel parfait, tout ça. On ne peut pas le faire avec une étude où on fait ça à distance, dans un confinement. Mais néanmoins, grâce aux participants qu'on a, presque 10 000 participants initiaux, on arrive quand même à avoir un panel citoyen assez intéressant. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire et qu'on a mené et qu'on va encore mener pour quelques temps. Alors, comment est-ce que ça s'est passé très concrètement? Donc, on a compris, c'est une expérience assez unique de voir en direct une crise et ses effets. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir mesurer tout cela? Alors, la grande difficulté qu'on avait, c'est qu'on ne pouvait pas faire d'études objectives. Donc, on ne peut pas mettre les gens en machine, en IRM ou avec des électrodes. Donc, il a fallu faire ça exclusivement par questionnaire. Donc, forcément, ça enlève une partie d'observation, mais ce n'est pas grave, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Donc, on a lancé des questionnaires qui ont été, au troisième jour du confinement, on a lancé le premier questionnaire, ce qu'on appelle la vague 1, avec beaucoup de questions. Normalement, une étude, ça prend entre 10 et 30 questions. Là, on avait 70 questions avec plein de domaines qu'on voulait essayer de comprendre. Et on a ensuite régulièrement, toutes les semaines, tous les 10 jours à peu près, continuer cette étude en fonction d'événements spécifiques qui se sont déroulés. Événements, par exemple, la prolongation du confinement, puis des annonces sur la nouvelle prolongation, sur les événements par rapport à est-ce que le virus est dangereux ou pas. Bref, on a essayé de suivre au mieux les différentes évolutions de cette situation. Et puis aussi, surtout, au moment de la sortie, à savoir là, quelques jours après le 11 mai, à quoi on en était. Voilà comment on a essayé d'organiser. Et puis, il faut savoir que cette étude, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est évidemment pas le sujet, mais elle va durer pendant encore une année où tous les mois, on va continuer de suivre notre population de répondants pour essayer de comprendre effectivement si on a mis en place au fur et à mesure du temps ce qu'on a appris de cette crise. Alors, justement, tu dis que tu vas les suivre pendant toute une année, mais qui exactement as-tu suivi? Qui a répondu à cette étude? Alors, on va essayer de vous montrer quelques slides pour vous présenter ça. Donc, on a suivi donc un public de répondants, une caractéristique de répondants bien particulière, puisque finalement, on n'a pas choisi nos répondants. On a choisi finalement plutôt les gens qui allaient être touchés par les annonces. Donc, on a annoncé ça partout où on pouvait, les médias, les réseaux sociaux. Et les gens qui ont répondu aujourd'hui, bah, c'est ceux-là. On a un peu moins de 10 000 personnes qui étaient initiaux, puis on a fait une vague de 2 500 personnes qui ont suivi, dans les 6 vagues qui ont suivi. On a 66% de femmes et 34% d'hommes. Ça peut paraître un peu surprenant et surtout déséquilibré par rapport à la population, mais c'est finalement ce qui se passe dans quasiment toutes les études sociales. Les femmes répondent beaucoup plus aux études sociales que les hommes. On a aussi, et c'est intéressant, un panel assez réparti entre les jeunes et les personnes moins jeunes. On a 34% qui avaient 25-34 ans et finalement, les 60 et plus ne représentent que 11%. Donc, on est à peu près dans la population française aujourd'hui. Mais ça m'intéresse parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui se sont investis dans la réponse. Donc, c'est aussi eux qui ont un futur à préparer. Et puis, on a des personnes qui vivaient célibataires ou en couple, réparties un peu sur toute la France, avec cependant un prisme un peu plus gros sur l'Île-de-France. On a 29% de personnes en Île-de-France, alors que la population française, c'est plutôt 16% en Île-de-France. Donc, une population un peu plus citadine. Mais là encore, c'est logique. Il faut bien comprendre que ces répondants, dont on voit ici l'activité professionnelle, ces répondants, c'est des gens qui ont choisi d'y répondre. Donc, c'est vrai qu'on n'arrive pas à toucher, malheureusement, des gens qui sont peu connectés par informatique. On n'arrive pas à toucher des gens qui sont peu habitués à répondre à des questionnaires. Donc, on touche des gens qui sont prêts à s'investir dans un questionnaire. Mais on a quand même un beau panel représentatif avec deux choses intéressantes. On voit ici que les gens ne se sentaient pas tant exposés au virus que ça. 41% des gens se disent peu exposés au virus. Et les 11% très exposés, c'est vraiment intéressant parce que sur l'ensemble des répondants, on avait 12% de médecins. Et sur ces 12%, 11 ont déclaré se considérer très exposés au virus. Et je pense que la réalité était bien là. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas, tu disais à l'instant la difficulté de toucher tous les publics, est-ce qu'il n'y a pas quand même un léger biais dans cette étude que l'on doit adresser tout de suite pour toutes celles et ceux qui nous regardent? Est-ce que les gens qui ont répondu à cette étude sont les plus en détresse? C'est-à-dire, quand on est dans l'urgence, quand on est dans la souffrance, on n'a peut-être pas complètement le temps de répondre à une étude. Non, alors c'est vrai que la difficulté qu'on a quand on fait une étude comme ça, ouverte, où on ne peut pas choisir nos répondants, hein, on essaie de comprendre comment le cerveau fonctionne, comme on voit ici, eh ben, c'est finalement un biais, puisqu'il y a plutôt les gens qui vont bien qui prennent le temps de répondre à une étude. Les gens qui ne vont pas bien du tout, qui sont en détresse profonde, ne répondent que peu aux études. Donc c'est vrai que ça, c'est clairement un biais. On pourrait se dire, bah, à ce moment-là, il ne faut pas faire d'études parce qu'on ne touche pas tout le monde. Eh bien, si, il faut quand même le faire parce que c'est un cas exceptionnel et qu'il vaut mieux ça que rien. Et puis ce qu'on va voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, quand on étudie les gens qui vont bien,
s'il y a une dégradation, une difficulté parmi ces personnes, on peut quand même supposer que les gens qui vont pas bien du tout ont une dégradation qui est sinon similaire, voire peut-être supérieure. Donc, c'est quand même intéressant, puis surtout pour étudier l'adaptation. Nous, on étudie l'adaptation, c'est dont on va parler un peu après. Cette adaptation, elle passe par une capacité de se projeter, et pour se projeter, il faut aller bien. Voilà. Alors, revenons à l'étude. Effectivement, tu nous parlais d'adaptation. Avant de nous plonger dans ce que ça veut dire, qu'on comprenne vraiment bien son objet, est-ce que tu peux quand même nous dire ce qui est unique dans l'étude? Tu nous as dit que c'est la première étude en direct. Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire, quelque chose de nouveau dans son procédé, dans la manière dont tu as pu contacter les gens? Est-ce qu'il y a quelque chose de tout à fait unique? Ce qui est unique, et je pense que c'est la première étude de ce type-là à telle échelle sur un tel panel de répondants, c'est vraiment qu'on a voulu comprendre l'adaptation. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation à une situation nouvelle? Alors moi, je te propose, si ça ne vous dérange pas, de prendre 3 minutes, je vais essayer d'être très rapide pour bien comprendre ce que veut dire l'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux gens, comment ils vont, il y a une confusion entre résilience et adaptation. Donc, je vais prendre 2 minutes pour expliquer ce qu'est le principe d'adaptation qu'on essaie de comprendre et qui pourrait nous être utile pour demain. L'adaptation, c'est clairement de passer d'un état initial à un état adapté, finalement. On a un état initial qui peut être très difficile, et puis on va mettre en place un processus qu'on appelle, nous, scientifiques, l'adaptance, à savoir comment est-ce qu'on évolue dans un processus jusqu'au moment où on est adapté. Cette adaptance, elle doit passer par 3 étapes bien spécifiques. La première étape, c'est la résilience. C'est cette capacité qu'on a d'avoir un événement qui s'est passé et d'essayer de trouver des solutions, de s'adapter, de chercher comment on va mettre en place notre stabilité, comment est-ce qu'on va répondre à ça, comment est-ce qu'on va émotionnellement se calmer. Bref, c'est tout ce que tout le monde pratique déjà et c'est très connu, ça a été très étudié, c'est très bien. Cette résilience, ça nous amène à une stabilisation, à savoir qu'une fois qu'on a passé cette étape de la résilience, en général, on est revenu à un état apaisé, stabilisé, qui nous permet normalement, et c'est ça qui est intéressant, et c'est toute la différence avec la résilience et l'adaptation, de passer à la 3e étape, qui va être l'influence. Quand on parle d'influence, c'est cette capacité qu'on a non plus simplement d'avoir été résilient à ce qui s'est passé, mais de construire quelque chose pour faire évoluer le futur, à savoir pour transformer notre futur et qui, par exemple, avoir moins d'impact sur le futur. Maintenant, on comprend bien que, suivant ce qui s'est passé, quand l'événement est très important, la résilience va prendre beaucoup plus d'espace que l'influence, puisque finalement, il faut d'abord répondre, par exemple, à un tsunami, à un tremblement de terre ou à des choses comme ça. Et puis, le but premier, ce n'est pas tellement de changer le futur que d'essayer de revenir à un état de vie possible, reconstruire une maison, reconstruire un système de vie. Et c'est un peu le cas avec le virus, c'est-à-dire que c'était quand même quelque chose d'assez important, il faut beaucoup de résilience. Ce qui est intéressant avec l'adaptation, c'est ce moment où on va passer à la suite, à savoir essayer de ne plus considérer un événement passé, mais un événement futur. Ce futur qui va forcément avoir des nouveaux événements et sur lequel il faut essayer d'avoir une influence en imaginant ce qui sera. Donc, on essaie de conceptualiser ce que sera le futur pour pouvoir savoir sur quoi avoir de l'influence et influencer notre futur. Clairement, cependant, aujourd'hui, on est plus dans une situation où on a un changement permanent. Et ce changement permanent fait que finalement, on est dans un système où on a à la fois besoin de résilience par rapport au passé et d'influence par rapport au futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, c'est clairement comment on va réussir à mettre en place quelque chose qui permet à la fois de répondre aux problèmes qui se sont passés dans cette crise, tout en commençant à mettre en place, potentiellement ou pas, justement, des événements qui nous permettront de changer nos paradigmes pour influencer le futur. Donc, si je veux m'assurer que j'ai bien compris, on va s'intéresser quand même là tout de suite à faire le point sur ce que l'on a vécu, savoir comment on l'a non seulement ressenti, mais également peut-être dépassé, pour voir ce que nous pourrons donc faire après, se préparer mieux aux crises qui ne manqueront pas d'advenir. Au fond, c'est un peu ça le but. Malheureusement, on sait bien que des crises vont survenir dans le futur. On a potentiellement d'autres virus, hein, ou alors tout simplement le retour de ce virus qui a provoqué la maladie du Covid-19. Mais on sait bien malheureusement que potentiellement, si on ne change pas nos fonctionnements, on aura d'autres crises plus importantes encore avec l'écologie, le climat, la pollution, qui vont provoquer des crises encore différentes, mais qui ne sont pas encore arrivées. Et tant qu'une crise n'est pas arrivée, on a la capacité de ne pas la provoquer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit changer. Nous c'est tout le principe chez Adaptation Institute, c'est de sortir du cadre de se dire « Ouh là là, l'avenir est terrible et voire déjà fini », pour au contraire passer dans un mode où l'avenir n'est pas encore là,
Donc, je peux, tant qu'il n'est pas arrivé, l'influencer pour éviter les problèmes. Et finalement, c'est ce mode-là opératoire dans le cerveau qui est très important dans le modus operandi cognitif, qu'on va essayer de mieux comprendre, mais surtout, une fois qu'on l'a compris, il faudra qu'on essaie de l'utiliser pour aider ce futur. Alors justement, allons directement tout de suite dans les premiers résultats de cette crise. Comment est-ce que les gens l'ont vécu en réalité? Est-ce qu'il y a eu des grandes différences entre eux et dans le temps? Alors, finalement, ce qui est intéressant dans cette crise, alors on va voir apparaître les slides, c'est toujours un tout petit peu long, mais on a un état d'abord initial. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que cet état initial, l'annonce du confinement, 16 mars, 17 mars, tout le monde rentre en confinement, et nous, on lance l'étude le 20 mars ou le 22 mars. Premier constat, 92% des répondants sont d'accord avec ce principe. 95 estiment que c'est utile, Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une adhésion totale quasiment à ce principe de confinement. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire déjà que les gens n'ont pas été en lutte contre le principe, mais ont épousé finalement ce problème. Et du coup, ont considéré aussi très clairement à 82% quand même que c'était la pire crise qu'ils avaient vécue dans leur vie. Donc ça, c'est pour nous intéressant. Ça veut bien dire qu'il y a une prise de conscience quasiment immédiate qu'on était là face à quelque chose d'unique et qu'il fallait réagir à cette chose unique de manière unique. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, forcément, cet événement, il a provoqué des choses chez les gens. La première chose qui est très claire et qui est tout de suite ce qu'on peut mesurer finalement de plus simple, c'est le sommeil. Comment le sommeil des gens a évolué. On sait bien que si on a un mauvais sommeil ou si on a une dégradation de son sommeil, c'est qu'a priori, on ne va pas très bien. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant tout le confinement, il n'y a pas eu des choses très marquées de difficultés. Les gens allaient plutôt pas si mal, finalement. On a finalement 30% de personnes qui déclarent un sommeil profondément dégradé, et puis environ 40% qui déclarent un sommeil un peu dégradé, mais bon, ce n'est pas dramatique. Et puis globalement, ça se stabilise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, durant le confinement, une chute de sommeil. Par contre, quand on arrive à la sortie du confinement, le T6, là, on a 20% qui d'un coup déclarent une dégradation supplémentaire de leur sommeil. Donc clairement, le déconfinement a provoqué une certaine crainte. Et on le voit encore avec les états psychophysiologiques. Là, on parle de l'anxiété, du stress, de la peur, de la capacité de comprendre la situation, de perte d'émotion, par exemple. Pendant toute la partie du confinement T1 à T5, on voit des gens qui, effectivement, se dégradent au fur et à mesure du confinement, un peu, mais ce n'est pas très marqué. On perd 10 à 15% de motivation, de capacité, on augmente un peu la peur, mais c'est finalement assez peu sensible. Et par contre, lorsqu'on arrive au déconfinement, on a 3 états très clairs qui se déterminent. Quelques personnes qui gardent un niveau stable, mais qui étaient donc un peu dégradées. Donc, on reste dégradé, mais on ne dégrade pas plus. On a quelques personnes, 27%, qui augmentent et qui vont mieux. Mais par contre, on a 26% de personnes qui sont bien dans une situation encore plus difficile que pendant le confinement. Donc, on a clairement, on le voit et sur le sommeil et sur l'état physio-psychologique, une chute très claire de la problématique. D'autant plus que, oui. Non, je t'écoute, vas-y, je t'en prie. Non, dernier point qui est important, c'est on a peut-être une raison aussi à ça, qui vient que les gens n'avaient finalement pas si peur du virus. On a peur que ses proches le contractent, mais pas tellement pour soi, et que la peur la plus évidente qui est ressortie de nos études, c'est la crise économique, la violence et la société qui se dérègle. Donc, c'est là-dessus que clairement, on peut dire qu'il y a les marqueurs les plus évidents. Donc, on voit là, et je passerai à 2 slides suivantes tout à l'heure peut-être, mais on voit là qu'en tout cas, pendant le confinement, on a finalement un état qui reste relativement stable, avec une légère dégradation quand même des sensations, des perceptions. Et donc, c'est plutôt sur la suite qu'on va voir les choses les plus importantes. Alors, j'ai 2 questions suite à ce qu'on vient de voir. La première est une question qui nous vient du public, de Jean-Maxence Granier, qui se demande si les slides seront accessibles d'une manière ou d'une autre, ou s'il doit prendre des notes. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les personnes qui voudraient avoir accès aux slides et puis surtout aux propositions qu'on va faire ensuite, peuvent envoyer un mail à comadapt@adaptationinstitute.com. Il y aura le mail qui s'affichera à la fin de la conférence et on vous enverra dès que tout sera fini, parce que là, on est dans les résultats préliminaires et on voudrait vous envoyer des choses un peu plus complètes. Ce sera mardi prochain. On vous enverra toutes les slides, mais complétées, et puis les propositions. Donc, n'hésitez pas à les demander. Et ce sera sur le site internet d'Adaptation Institute également à partir de mardi prochain.
Donc, Jean-Maxence, vous pourrez avoir les slides. Je vous encourage quand même à prendre des notes. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des résultats que l'on va égrener, nous allons aller quand même de plus en plus profondément dans cette étude et qu'il y a quelques éléments qui sont très saillants. Le premier, Christian, que tu viens de nous rappeler, c'est que, au fond, on a l'impression qu'on a su affronter le confinement, mais que le paroxysme de la crise, c'est maintenant. Absolument. Alors, paroxysme, on est en tout cas dans une transformation. C'est-à-dire que pendant le confinement, finalement, les gens allaient pas si mal parce que finalement, on était dans un cocon, on était protégés, on avait mis en place un système, mais on voit avec l'état physiopsychologique de la sortie de crise. Lorsqu'on pose la question aux gens, 6 jours après le déconfinement, 6 jours après le 11 mai, dans quel état ils sont, mentalement, moralement, physiquement, on voit qu'on a, dans les marqueurs mentaux et moraux, une fatigue déclarée qui est quand même important. 57% des déclarants considèrent qu'ils ont une fatigue mentale ou morale euh, plus ou moins importante, de oui, un peu à exténuer. C'est beaucoup. Plus inquiétant, plus marquant, 18% de nos répondants ont beaucoup, voire une exténuation totale de leur capacité mentale, morale et de projection. Ça ne paraît pas énorme, 18%, si on considère ce chiffre en tant que tel. Mais on peut quand même juste rappeler deux petites choses. D'abord, que 18% de la population française, c'est 7 millions de personnes. Même un peu plus, pardon, c'est 15 millions de personnes, excusez-moi. C'est 20%, donc c'est 15 millions de personnes. C'est quand même beaucoup de personnes qui se sentent en grande difficulté aujourd'hui. Et encore une fois, là, on a des répondants qui, initialement, allaient bien, étaient dans un état de qualité. Donc, on a du mal à imaginer toutes les personnes qui vont beaucoup moins bien. Donc, ça, c'est quand même un vrai marqueur qui est très important de comprendre, puisque finalement, on a une perception de cette crise qui nous montre bien qu'aujourd'hui, au moment où on a déconfiné, 60% des personnes avaient peu envie ou modérément envie de sortir. Et ça, c'est pour nous un marqueur très important de l'état mental des répondants. Encore une fois, ce n'est pas que les gens se sont mis à avoir peur de tout, simplement, ils se sont mis dans un état de fermeture. On s'est mis chez soi, on s'est confiné physiquement, mais on s'est aussi confiné un peu mentalement. Et maintenant, il faut faire cette démarche supplémentaire pour ressortir et finalement arriver à trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui très nettement, c'est que la vraie crise, finalement, ça n'a pas tellement été le confinement, parce que le confinement, il était géré, il était paramétré, il était assez clair, finalement. La vraie crise, elle est maintenant, à savoir dans un moment où il faut tout réorganiser, où finalement, on entend encore beaucoup de choses, on n'a pas résolu le virus, mais on a aussi la crise financière, économique et sociétale qui arrive, et finalement, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? J'ai une question justement sur ce point de la part d'Isabelle Chénaud qui demande si la peur du virus proprement dite est plus marquée dans le déconfinement. C'est-à-dire au fond, est-ce que les gens ont presque plus peur qu'il leur revienne et qu'ils s'exposent davantage? Non, alors j'ai pas de slide avec ces chiffres, mais on les a un peu. Non, clairement, la peur du virus n'est pas la plus importante aujourd'hui. Les autres peurs ont pris le pas. Il reste la peur qui est très logique dans un système de maladie, de santé. On a toujours plus peur que nos proches, les autres, contractent le virus ou la maladie, si ce n'est pas un virus, que nous-mêmes. Et ça reste marqué, on a toujours cette différence, mais clairement, ce n'est pas aujourd'hui la crainte du virus qui est la plus inquiétante. Ce qui inquiète plus les gens, c'est la capacité qu'ils vont avoir ou qu'elles vont avoir de réorganiser une vie, que finalement cette vie ne change pas assez par rapport à leurs espoirs, c'est-à-dire que tout le monde a créé des espoirs, un peu ou pas d'ailleurs, et puis aussi, clairement, de ce qui va se passer par la suite. Comment est-ce qu'on va arriver à restabiliser notre système? Et là, il y a un chiffre qui est très, très clair et qui montre bien peut-être le problème majeur de cette crise, c'est que finalement, les gens n'ont pas considéré le virus comme étant le plus grave problème. Ce que les gens ont considéré comme étant le marqueur prépondérant de la crise, ce qui les a vraiment perturbés et mis dans un état mental de complexité, le virus, c'est à 49%. Donc, ce n'est pas énorme. Enfin, c'est beaucoup, mais le vrai problème, ça a été considéré aujourd'hui comme les réseaux sociaux, les médias, le gouvernement et les experts, à 82, 77, 70 et 66%, comme étant des déstabilisateurs. Donc, en fait, les personnes et les systèmes, excepté peut-être les réseaux sociaux qui sont ce qu'ils sont et qui finalement permettent à chacun ou chacune de s'exprimer, c'est déjà très bien, mais en l'occurrence, il y a eu beaucoup d'expressions, on va dire. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens se sont sentis déstabilisés par les informations qu'ils recevaient et par cet immense flux permanent
d'informations reçues. Et ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant en tant que spécialiste de crise et de l'adaptation. C'est qu'on a constaté sur ces 20 dernières années, sur les études qu'on mène, sur différents profils de crise, que la communication est sans doute à 80% la clé d'une résolution de crise. Une bonne communication permet de gérer une crise, quelle que soit son intensité, avec une certaine aisance. Là où une mauvaise communication déstructure la personne qui doit gérer une crise et finalement le rend incapable de complètement gérer une crise. Et ces chiffres-là, pour nous, ils sont quand même extrêmement intéressants parce qu'ils montrent bien qu'aujourd'hui, la sensation globale qu'on peut avoir est plus qu'on ne sait pas, finalement, qu'on a une capacité de dire, OK, on a vécu un truc, c'est terrible, c'est difficile. Il y a malheureusement eu un peu plus de 28 000 morts aujourd'hui en France, et ça, il ne faut pas le négliger. Hein, c'est quand même quelque chose qui est important. Mais on ne sait toujours pas finalement comment est-ce qu'on va prendre ça en charge et comment on se projette dans le futur. Et là-dessus, je pense qu'on a un très gros travail à faire aujourd'hui. C'est peut-être le premier message de ce jour, c'est que toutes les personnes qui s'expriment, qu'elles soient des grands experts ou des citoyens lambda qui ont tout autant le droit de s'exprimer, hein, là n'est pas le problème, mais de vraiment réfléchir à deux fois à ce qu'on dit et à ce qu'on apporte comme information. Au fond, ce que tu sembles nous dire, c'est que c'est presque plus une crise de la compréhension et de la projection que le virus en lui-même. C'est comme presque si le virus n'y était pour rien. Il faut donc pouvoir mieux comprendre et mieux projeter. C'est ça fondamentalement la nature de cette crise? C'est ça la difficulté avec la plupart des crises qu'on peut vivre, et celle-là est très claire là-dessus. Elle montre bien que finalement, ce qui provoque une crise n'est que rarement ce qui va permettre sa résolution. En l'occurrence, le virus qui est arrivé, qui nous est tombé dessus, il faut quand même être très clair. Honnêtement, qui nous écoute, et moi-même, et je ne sais pas pour toi, Alexandre, mais qui, mi-janvier 2020, se disait « Oula, le gros bordel arrive, quoi. » Ben non, on ne s'y attendait pas, ça nous est tombé dessus, plus ou moins vite, mais quand même. Et finalement, le vrai provocateur de tout ça, c'est quand même le virus. Sans, il n'y a pas cette situation. Et pourtant, effectivement, très rapidement dans la crise, c'est plus une crainte de santé physique qui va conduire la plupart des répondants qu'on a eus, mais c'est bel et bien une crainte de déstructuration sociétale, de déstructuration intellectuelle, de la manière de réfléchir, de la manière de se projeter, et finalement d'être capable ou non de prendre la responsabilité de la situation. Et ça, on n'est pas là pour faire un débat sur la responsabilité. Aujourd'hui, on parle d'une étude scientifique et de ses résultats, mais on voit bien que finalement, à un moment donné, on ne sait plus comment arriver à se mettre en œuvre dans une situation qui nous paraît trop déstabilisée. Et encore une Alors, fois, de manière très claire, on n'avait pas de militaires dans la rue, il n'y avait pas de bombes qui éclataient, il n'y avait pas de tsunami. Cette déstabilisation n'est pas venue d'un fait concret, elle est venue d'une idée intellectuelle de destruction. donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que ce n'était pas vraiment la guerre. En revanche, c'était une vraie interrogation pour demain. Ça signifie quand même qu'il y a une crise plus globale, au-delà de celle que nous affrontons aujourd'hui. C'est une crise du futur. C'est une crise de la compréhension des enjeux et donc de notre potentielle adaptation. Euh, Est-ce que, d'après l'étude et ses résultats, les individus que nous sommes sont armés et prêts à prendre en charge ce futur-là? Alors, dans un sens, on peut dire que oui, si on prend les premiers indicateurs des répondants. Alors, par rapport à ça, on a effectivement, quand on pose la question aux gens, s'ils ont envie de changer leur futur, s'ils ont envie que le futur soit différent que le passé, c'est très net. 91% des répondants aspirent à un changement de gouvernance mondiale et 96 souhaitent que cette crise aide à prendre conscience des problèmes climatiques. Donc, je dirais là-dessus, c'est quand même presque un consensus que même les élections soviétiques n'arrivent pas à avoir, quoi. Donc, c'est assez marquant. Et 58% souhaitent que les choses ne reviennent pas comme avant la crise. J'assiste, hein, 58% ne souhaitent pas que les choses reviennent comme avant la crise. Sauf qu'après, évidemment, quand on redemande, quand on voit ça, c'est qu'on se dit, alors, il y a 92 ou 95% de gens qui aimeraient un futur différent, mais il y a quand même 42% des gens qui aimeraient que les choses reviennent comme avant la crise. Donc déjà, on a une sorte de dichotomie cognitive chez plusieurs personnes qui est assez intéressante. Plus intéressant, c'est finalement comment les personnes ont évolué pendant le confinement. Ce que j'ai trouvé assez marquant, c'est que première semaine du confinement, notre premier été,
On voit bien d'ailleurs, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué dans la presse et partout, l'idée qu'il fallait vivre un confinement plaisant, un confinement extraordinaire, c'est une belle période, on a du temps, tout va bien. Et effectivement, hein, quand on démarre le confinement, les gens sont plutôt moteurs de cette situation. Tout va assez bien, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait un problème, le gouvernement propose une solution qui est le confinement, on se met dedans, on s'organise, on crée le télétravail, on doit gérer les choses, la famille, la solitude, tout ça, c'est très bien. Et puis, beaucoup de gens déclarent, ben, moi, ce confinement, je vais en faire quelque chose. Je vais créer le futur. Et ça, c'est super. Pendant le confinement, des gens voient une dégradation qui s'installe. C'est-à-dire que, par exemple, quand on demande aux personnes s'ils s'engagent dans la recherche collective de solutions, est-ce qu'ils arrivent à se projeter dans l'idée que qu'est-ce qu'on va collectivement en faire, on voit quand même que finalement, seuls 12-15% arrivent à se dire oui, il faudrait collectivement faire une recherche de solutions. On a 66% des gens qui ne le font pas. On a plus de 60% au milieu et 66% à la fin qui ne cherchent pas à aider les autres, qui ne se posent pas la question de savoir que les autres sont aussi importants. On a 74% des répondants qui n'arrivent pas bien à savoir comment se fonctionner. Et puis, petit à petit, on se dégrade. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a envie de créer des choses pour l'avenir? Au début, c'est plutôt oui à 38%, et à la fin, c'est plus que oui à 29%. Et puis, en fait, comme un peu les résolutions du Nouvel An, au début de la crise, on a plein de bonnes idées, puis au fur et à mesure du temps, ça se dégrade. Et c'est assez normal hein, jusque-là, c'est-à-dire que le confinement est impactant, ça se dégrade. Plus embêtant, plus questionnant, ce qu'on constate, quand on pose la question très, très clairement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Par exemple, avez-vous commencé un apprentissage pour commencer à changer? C'est-à-dire que si, il faut bien comprendre une chose, je fais une petite pause rapide, mais je ne peux pas changer mon futur, soit pour moi-même, soit pour l'ensemble de la société, si je ne change pas un comportement et une connaissance. Le passé n'a apporté que ce qu'on a aujourd'hui. On doit changer, transformer quelque chose dans son cerveau pour pouvoir finalement construire ce futur. Eh bien, 80% des gens ne font rien, ne cherchent pas à apprendre une nouvelle langue, ne cherchent pas à faire un nouvel apprentissage, ne transforment pas leurs habitudes, ne transforment pas leur manière de faire. Ce qui veut dire que là, on a une énorme dichotomie entre la volonté de voir ce futur changer et l'action que je mène personnellement pour changer ce futur. Alors, il y a plein d'explications à ça. Hein. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. C'est le travail d'une étude comme la nôtre. Hein. C'est de voir les choses à un temps T. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt de voir dans les mois qui vont venir ce qui va se passer. Et puis, petit détail qui est toujours intéressant, mais alors ça, chacun le prendra comme il veut. Quand on pose la question aux gens, est-ce que vous pensez que vous agissez correctement pendant cette crise et pour préparer le futur, on a quasiment 85% des répondants qui disent bah oui, j'agis tout à fait ou totalement correctement. Par contre, les autres, ils sont que 50% à agir bien, quoi, voire même encore un peu moins. Donc, on a toujours cette tendance à penser que nous-mêmes, on agit bien et qu'on est dans un mode fonctionnel qui correspond aux besoins, alors que les autres, pas tout à fait. Et ça, c'est un modus operandi qui est intéressant cognitivement, puisque c'est ce qu'on va appeler les biais de persuasion, à savoir, je me persuade que moi, je vais bien et que je fais bien, et du coup, je ne cherche pas à trouver des solutions de changement et d'impact de changement. Alors, il y a beaucoup d'éléments là qui sont passionnants, dans lesquels je voudrais que l'on s'attarde un tout petit peu dans ce que tu viens de nous dire. Revenons sur ces 80% qui ne mettent rien en place ou qui n'arrivent pas à mettre quelque chose en place. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a quand même là juste un effet de sidération suite à ce confinement, une forme de fatigue? Au fond, on vient de vivre un épisode collectif, intime, psychique, social, économique extrêmement lourd. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'au fond, là, on fait une petite pause, euh, comme ça, après, on repartira avec un peu plus d'entrain? Alors, si, et c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours prendre les chiffres d'une étude comme celle-ci pour ce qu'ils sont à un moment donné précis, à savoir, aujourd'hui, on a ce constat. Il n'est pas inéluctable, comme rien n'est inéluctable pour le futur d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire de ces résultats aujourd'hui et comment on va les prendre en charge qui va peut-être nous permettre de réfléchir au futur. Donc clairement, on ne peut pas dire aujourd'hui que dans une année, les gens n'auront pas mis en œuvre des tas de choses extraordinaires pour faire du changement. Et c'est ce qu'on espère tous d'ailleurs. Donc il ne faut évidemment pas se dire « Ah ben mince, 80% des gens font rien, c'est que c'est foutu ». Ce n'est pas du tout le propos. C'est de considérer la réalité d'aujourd'hui. On a bien cette réalité de 80% des gens qui n'ont pas encore engagé quelque chose. À côté de ça, et je fais juste une petite parenthèse, on a quand même 20% de gens qui ont engagé des choses,
qui se sont mis en route, qui ont tenté des nouveaux apprentissages, qui ont tenté de réfléchir comment ils pourraient agir. Et puis surtout, on l'a vu d'ailleurs dans les médias, beaucoup de créateurs, de Make Sense par exemple, de tous ces gens-là qui se sont mis en œuvre concrètement. Donc, ne soyons pas non plus que sur les 80%. Cela dit, il y a une distorsion entre ce qu'ont lancé les médias, à savoir cette idée que tout le monde vivait un confinement magique et trouvait des solutions super pour son futur, et la réalité de ce qu'on observe. Ça, c'est quand même un point qu'on doit prendre en compte, parce que si on vit dans l'illusion, on n'agit pas sur les bons paramètres. Donc, le paramètre aujourd'hui, c'est qu'il faut aider ces personnes, ces 80% qui n'ont pas encore mis en œuvre quelque chose, à trouver la solution pour le faire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que malgré tout, il ne faut pas se leurrer. Ça fait 40 ans qu'on sait qu'on a des problèmes dans le futur, que le climat se transforme, que les espèces disparaissent. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus une Française ou un Français, d'ailleurs le résultat de nos études le montre, qui n'est pas conscient que le futur va être compliqué si on ne fait rien. Cette conscience, elle est heureusement, et je trouve ça déjà très bien, elle est profonde dans la société française. Maintenant, combien de personnes ont changé des comportements personnels pour éviter ce futur? C'est encore assez rare, assez faible. Je ne dis pas que c'est nul, alors vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est encore trop faible. Donc, on voit bien que finalement, ce n'est pas parce qu'on a conscience et qu'on a envie que l'on se met en œuvre. Et c'est là-dessus, je pense, que notre étude va pouvoir apporter quelques réponses. Et ce qu'on fait avec l'Adaptation Institute, de l'observation qu'on a maintenant depuis plusieurs années des crises, montre bien qu'il y a toujours cette énorme dichotomie entre conscience et envie et réalité d'action. Donc moi, on est en train de chercher des solutions, on en parlera un peu à la fin, pour qu'on mette en œuvre concrètement cet engagement et cette envie. Et pour explorer les futurs, il y a aussi des magazines et des médias qui le font avec évidemment beaucoup de talent. Je pense à Ouzbek Erika, qui est quand même le magazine qui explore le futur, et l'ADN, qui a d'ailleurs lancé un autre média qui s'appelle Et demain notre ADN, pour aborder toutes ces questions sectoriellement, pour explorer ce futur, comme tu le disais. Mais c'est d'autant plus compliqué. Évidemment, le futur est une inconnue, mais face à ce présent difficile, est-ce qu'on peut aussi considérer que cette forme de stupéfaction, de sidération est liée, et c'est Stéphanie Crissement qui nous pose la question, au fait que ce virus est invisible? Contrairement à un tsunami dont tu prenais l'exemple pour nous expliquer la différence entre adaptation et résilience, contrairement à une guerre visible, là, on se bat contre un ennemi qui n'est pas directement en confrontation avec nous. Et je lis ça à une question de Jeanne Granger aussi, qui nous dit, est-ce qu'il n'est pas au fond tellement plus difficile de lutter contre l'invisible? Est-ce que ça explique aussi le déni envers la crise climatique? Alors, vous avez quelque part tout à fait raison. C'est beaucoup plus difficile d'appréhender quelque chose qu'on ne voit pas du tout et qui pourtant est réel, et quelque chose de très présent. Il est clair que je comprends immédiatement, si j'ai des soldats avec des lance-flammes dans la rue qui circulent pour m'empêcher de sortir, qu'il ne faut peut-être pas que je sorte. Le danger il est immédiat. Et d'ailleurs, si je sors, je suis peut-être immédiatement tué. Le virus, c'est évidemment pas ça. On pouvait sortir dans la rue sans se mettre en danger immédiat. Et puis, c'est quelque chose de très, très peu touchable. Donc, de manière très claire, l'avantage qu'a eu le confinement, c'est qu'il a rendu visible un élément invisible, à savoir le virus qu'on ne voit pas, le fait qu'on était tous confinés, c'était très visible. Il n'y avait personne dans les rues, les gens étaient chez eux, donc on a compris tout de suite. Alors que le déconfinement, finalement, enlève cette visibilité du danger. Tout d'un coup, elle n'est plus très claire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une déstabilisation. Donc, clairement, la grande difficulté qu'on a, et c'est tout le travail sur l'adaptation, c'est comment est-ce que je me projette dans un futur où il peut y avoir des risques alors que je ne les vois pas concrètement. Et je crois que ce virus va pouvoir nous aider à ça, d'ailleurs, puisque finalement, on voit bien que quelque chose qu'on ne voit pas a des impacts réels. Je répète, hein, quand même, moitié de la population mondiale confinée. À ce jour, quand même, quelques centaines de milliers de morts. Ce n'est pas négligeable, même si ce n'est peut-être pas autant que certains pensaient qu'on aurait. Enfin, c'est quand même pas négligeable. Et finalement, on est bien dans une situation où il va falloir qu'on apprenne à comprendre que l'invisible et le non présent peut effectivement impacter très fortement l'humain ou la planète. Et cette compréhension-là, qui va, à mon avis, pouvoir se dérouler dans les mois à venir, va être un soutien quand même pour notre futur. Est-ce que c'est ça précisément l'un des enseignements de cette crise? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut la rendre réellement utile, en se disant, au fond, il y a des phénomènes invisibles mais extrêmement réels qu'il faut prendre en compte tout de suite? Comment on peut essayer de sortir, si ce n'est grandi, du moins plus efficace de ce qui vient de nous arriver? Oui, absolument. Il faudra qu'on se serve de cette crise
pour en faire quelque chose. Mais on sait bien que ça ne va pas être évident. Donc déjà, il va falloir faire 3 étapes. Première étape, il faut qu'on stabilise notre système d'aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas en termes économiques, c'est ce qu'on essaie de faire en termes sociétal. C'est pour ça qu'il y a plein d'aides qui sont mises un peu partout. On peut discuter de la validité de certaines de ces aides, mais en tout cas, il y a une volonté d'essayer de stabiliser notre système pour qu'il soit capable de finalement faire face au futur. Mais il faut aussi stabiliser maintenant toutes les Françaises et les Français qui ne vont pas très bien. Il faut les soutenir. On ne pourra pas engager quelqu'un sur une transformation personnelle ou collective qui ne va pas bien. Pour prendre l'exemple très classique, mais qui est bien, on ne peut pas demander à quelqu'un qui passe sa journée à chercher de la nourriture pour le soir de se projeter dans un futur et d'imaginer plein de choses. C'est plus compliqué. Il y a trop d'espaces cognitifs occupés. Là, nos espaces cognitifs sont occupés à nos problèmes. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on aide ces gens-là. Alors, il faut mettre en place des mesures pour ça. Il faut soutenir ces citoyens et ces citoyennes. Alors, je mets cette slide qui me paraît importante. La première, c'est covidout.fr. C'est une petite application qui a été créée par l'Institut, par Luc Mallet et son équipe de l'Institut du cerveau. C'est une trentaine, maintenant même plus, une quarantaine de chercheuses et de chercheurs qui se sont mis ensemble pour créer une application de soutien aux personnes qui se sentent en difficulté. Encore une fois, on ne parle pas là de grands traumas où vous êtes au fond de votre lit sans pouvoir bouger. C'est simplement une difficulté de perception situationnelle. covidout.fr peut aider à mieux gérer cette situation. Il y a des tas de vidéos, des tas de soutiens, des tas de choses. C'est un petit truc extraordinaire parce qu'avec cette application qu'on a sur nos téléphones portables, qui est gratuite, tout le monde peut aller chercher des réponses, soit pour s'aider à se remettre en route physiquement, moralement, mentalement. Il y a plein de réponses. N'hésitez pas à y aller. Si vous ne vous sentez pas bien, encore plus que ça, trop en tout cas pour que l'application puisse vous aider, c'est vraiment un message, mais faites-vous aider. C'est extrêmement important. N'ayez pas, il n'y a pas de, et ça c'est peut-être aussi le deuxième point qui va avec tout ça. Arrêtons de nous regarder les uns les autres et de considérer qu'on fait mieux ou moins bien. Qu'une personne est extraordinaire, elle a réussi tout, alors que moi, j'y arrive pas, c'est terrible, j'ai pas réussi à faire un bon confinement, je me suis pas mis à cuisiner, je me suis pas mis à lire, mince. Ben non, chacun a vécu les choses à sa manière, à son rythme, vit aujourd'hui la sortie de ce confinement à sa manière et à son rythme. Il faut tout faire pour essayer d'aller mieux, mais il faut accepter qu'on va pas très bien à certains moments. C'est pas le moment d'être parfait, une crise. C'est le moment de faire de son mieux et finalement d'accepter que des fois on va moins bien et d'arrêter de se dire si quelqu'un va moins bien, c'est de sa faute, ça ne va pas, il faut au contraire les aider. Donc faites-vous aider par des professionnels, par des amis. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui avec toute l'équipe qu'on a de CERMES 3, de Institut du cerveau, d'Adaptation Institute. On a besoin en France aujourd'hui d'une ligne téléphonique légale, officielle, mise en place pour aider les personnes qui ont des problèmes suicidaires notamment. Et il faut une ligne d'écoute et d'aide aux problèmes du suicide qui sont en train d'augmenter petit à petit. Il y a des tas de choses aujourd'hui qui existent avec des associations, des gens qui aident, des bénévoles, tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas aujourd'hui à la demande et à l'impact de ce qu'on est en train de vivre. Il nous faut réellement, et ça c'est peut-être une mesure qu'on pourrait prendre très rapidement, un endroit avec des professionnels formés pour que les personnes puissent appeler en cas de détresse et trouver un soutien. Ce que tu dis fait écho à une question d'Arthur Labarre qui nous est posée très directement. Est-ce que d'après les résultats de l'étude, que ce soit celle-là ou tes connaissances passées sur les autres crises, est-ce que tu penses que le déconfinement psychologique va prendre plus de temps que la résolution de la crise sanitaire? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il va y avoir un impact extrêmement long et sur le long terme de ce que nous sommes en train de vivre? Alors, très sincèrement, je ne peux pas vous répondre à cette question. J'ai envie de vous dire, j'espère que non. Maintenant, clairement, pour certaines personnes, les choses prendront du temps. Ce qu'on a vécu là, ce n'est pas anodin. Cet enfermement physique, cet enfermement mental, il est réel et il n'est pas anodin. Il a été très impactant pour certaines personnes. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas partis égales au début du confinement. On avait, pour certaines et certains, des problèmes qui remontaient juste avant. On a pu avoir des difficultés dans son emploi, la perte d'un conjoint. Il y a pu y avoir plein de choses qui s'est passées avant le confinement qui nous a fait rentrer dans ce confinement dans un état mental ou physique très différenciés les uns et les autres. Et forcément, si on n'était déjà pas bien avant, le confinement ne va pas améliorer potentiellement les choses. Donc oui, pour certaines personnes, ça va être long. Maintenant, il y a vraiment moyen de réduire cette durée par deux choses.
La première, c'est trois choses, on va dire. La première, c'est clairement, il faut assainir la communication. Et ça, on va clairement faire des propositions là-dessus au travers du conseil scientifique et au gouvernement pour que là, on trouve une solution d'assainissement de la communication. La deuxième chose, elle est clairement que, encore une fois, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, quelle que soit votre situation, personne. Ce qui est intéressant dans notre étude, c'est encore trop fin pour qu'on l'ait mis dans les slides qu'on a mis là, mais on le sortira, je pense, pour la semaine prochaine. C'est que les gens qui vont très bien ne sont pas les personnes qui ont commencé à mettre en place des choses pour le futur. Comme les gens qui ne vont pas bien du tout. C'est les gens qui vont un petit peu pas très bien, qui ont commencé à réfléchir concrètement à mettre en place des choses pour le futur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va très bien et quand on a l'impression qu'on gère parfaitement la situation, eh ben, on n'a pas besoin de construire autre chose. Donc là, il faut vraiment avoir des changements de paradigme profonds les uns et les autres à nos échelles, à notre manière, pour que finalement on commence à se dire, OK, qu'est-ce qu'a été cette période? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Quel sens elle a? Et qu'est-ce que je vais maintenant faire à mon échelle, encore une fois, pour agir? Et là-dessus, il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une opportunité qu'on peut saisir, mais qu'il faut, alors c'est peut-être ce sur quoi on va arriver maintenant, mais qu'il faut en tout cas être dans une sortie de l'idée qu'il faudrait, il est temps de, peut-être qu'on devrait, oui vraiment il y a urgence. Maintenant, il faut proposer des choses concrètes, des solutions fonctionnelles pour qu'on puisse se mettre en œuvre, parce qu'on voit bien que c'est difficile à faire seul. Quand on dit que 80% des populations n'ont pas commencé à agir, c'est encore une fois, ce n'est pas parce que c'est des gens qui sont incapables, ce n'est pas du tout le propos, mais c'est difficile à faire. Sur quoi je me base? Comment j'agis? Qu'est-ce que je prends comme information pour faire bien? Finalement, c'est très compliqué. Donc, il faut maintenant soutenir toutes ces populations qui, à 95%, déclarent qu'on veut un futur différent pour qu'elles le mettent en œuvre. Alors, allons-y. Allons dans ces solutions, dans ces idées concrètes. Là, tu nous disais à l'instant qu'il faut aider dans le présent, la difficulté de celles et ceux qui souffrent. Mais pour demain, les crises vont se multiplier. On l'a dit, hein, la crise climatique n'a pas disparu, la crise sociale s'annonce. Comment est-ce qu'on peut réveiller les imaginations et mieux se préparer pour demain? Alors, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, on va faire quelques propositions la semaine prochaine. On les appelait les 24 propositions pour demain, mais je dirais que je vais vous en donner quelques-unes aujourd'hui. Ce que nous, on pense avec Adaptation Institute et les partenaires avec qui on travaille, c'est une chose très simple. Si on ne met pas des choses très concrètes en place, physiques, on ne pourra pas vraiment se mettre en œuvre. On a identifié trois choses principales qui aujourd'hui sont des bloqueurs potentiels pour pouvoir finalement se projeter vers le futur. La première, c'est la négation des émotions. Dans une certaine forme, c'est qu'on a du mal aujourd'hui dans nos sociétés à accepter nos émotions, à les utiliser, à savoir ce qu'on en fait. Et pourtant, toutes nos décisions, sans exception en tant qu'humain, sont prises à l'aune de nos émotions, de ce que je ressens et de ce que je pense qu'une décision va m'apporter ou pas. Un humain ne fera quasiment jamais rien s'il ne pense pas que ce qu'il fait va lui apporter une émotion positive. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut chercher la création de ces émotions positives. Et une des choses qui crée l'émotion positive et qui fait comprendre le besoin, c'est la nature. C'est l'espace naturel qui nous permet de ressentir des choses, d'avoir une sensorialité qui se développe au-delà des informations citadines, par exemple. Alors là, je vais parler des villes, mais par exemple, il faut absolument aujourd'hui que les villes créent des espaces de nature. C'est important. Alors, les personnes qui ont la chance de pouvoir sortir de la ville, très, très bien pour vous, faites-le sans hésiter, le plus souvent possible, allez dans la forêt. Pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, il faut qu'on ait des choses qui soient mises en place pour les aider. Mais au-delà de ça, il faut aujourd'hui que les villes se transforment pour créer cette émotion. Donc, il faut absolument que quand on construit 1 mètre carré de bitume, on y construise aussi 1 mètre carré d'espace vert. Et finalement, cette obligation de petit à petit créer de l'espace vert, repousser un peu. Moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut annuler les villes, comme certaines personnes le disent. La ville, elle serait terrible, mais on ne pourra pas le faire. Il faut être très clair. Aujourd'hui, on est trop nombreux. Il faut les villes, mais il faut qu'on les rende vraiment émotives. Ça, c'est le premier point. C'est rechercher vos émotions et cette compréhension d'émotions. Tu nous parlais à l'instant de 24 propositions. Une question qui revient à l'instant, c'est à qui sont-elles destinées, comment est-ce qu'on les découvre et comment est-ce qu'elles vont être diffusées? Alors, trois choses. On va les proposer d'abord à tout le monde. On va les mettre en ligne, on va les ouvrir. Il y a des choses qui sont faites pour tout le monde et puis il y a des choses qui sont plutôt des décisions gouvernementales ou entrepreneuriales. Et donc, on va adresser ces solutions au gouvernement et aux différents gouvernements avec qui on a l'occasion d'avoir des contacts, et puis évidemment à des entreprises avec qui on travaille aussi, puisqu'on constate aujourd'hui, et c'est peut-être le sens de mes deux prochaines propositions, c'est que la plupart des gens
passe à un moment donné à un autre par l'entreprise, que ce soit les grandes ou les petites, ou par les entreprises fonctionnaires, mais qui sont aussi des entreprises. Et finalement, c'est là que le vivier est pour faire bouger les choses. Donc, on les proposera à tout le monde, en tout cas. J'entends ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de voir et de ressentir. J'en profite pour rappeler que So Good est un nouveau média qui a pour vocation de faire naître toutes ces histoires, de les partager, de faire connaître les possibilités d'engagement. Mais justement, cet engagement et cette émotion sont nécessaires, mais sur quelle base est-ce qu'on les fait? Sur quel sujet est-ce qu'on s'engage? Il y a quand même énormément de crises, il y a énormément de besoins et il y a le sentiment parfois qu'on ne sait pas trop où donner de la tête et surtout que eh bien, notre engagement ne servira pas à grand-chose. C'est vrai. Alors, je passerai sur la deuxième proposition juste après, donc sur la notion éducative et sur la suite. C'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte que le geste qu'on fait, par exemple de trier ses déchets, a un intérêt, un impact. C'est difficile parce que c'est microscopique dans un certain sens. Et donc, on peut se dire finalement, c'est ce que je reçois d'ailleurs de plus en plus comme message et je le comprends, c'est de toute façon, on me dit que c'est foutu. Et moi, j'essaie de faire des efforts pour que ça change, mais c'est foutu. Donc, à quoi ça sert que je fasse des efforts? J'arrête. Ou au contraire, bah, c'est gentil, mais moi, je trie mes déchets, mais après, où est-ce qu'ils vont? Ils sont brûlés, tout ça. Donc, c'est pas clair. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et je le comprends complètement. Donc, c'est pour ça qu'il faut deux choses. D'abord, il faut réaliser une première chose à titre personnel. On a toutes et tous une responsabilité à l'échelle qui est la nôtre. Mais ce qui est certain, c'est que si, je vais essayer de faire ça vite, mais si moi, je me dis, je ne ferai rien tant que mon entreprise ne fait rien. Si l'entreprise se dit, je ne ferai rien tant que le gouvernement ne fera rien. Si le gouvernement se dit, je ne ferai rien tant que l'Europe ne fera rien. Et si l'Europe se dit, je ne ferai rien tant que la Chine ne fera rien, ou je ne sais qui ne fera rien, ben, on peut tous attendre que les Martiens fassent quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut bien prendre conscience que si chacune et chacun, à son échelle de responsabilité, fait un geste, on fera beaucoup bouger les choses. Donc, le citoyen, la citoyenne a des gestes simples à faire qui sont évidemment parfois un peu, qui paraissent pas forcément super utiles, mais c'est une responsabilité. L'entreprise, aujourd'hui, a une responsabilité à l'échelle de l'entreprise qu'elle représente et du nombre d'employés qu'elle a et de son impact écologique. Les gouvernements, les pays, l'Europe et ainsi de suite. Donc oui, à chacun, si chacune et chacun prend en charge sa part de responsabilité, mais en 3 ans, on a tout changé. Alors, sur quelle base est-ce qu'on le fait? Sur quel sujet est-ce qu'on commence? Alors moi, je propose, alors déjà, je pense qu'il faut repartir de zéro et c'est là que la notion d'éducation est fondamentale. Euh, on a des grands débats sur l'école depuis quelques années. C'est parti avec des grandes maladresses d'ailleurs de certains ministres de l'éducation et puis sur ce que doit être l'éducation. Hein. Est-ce qu'il faut continuer d'enseigner les grecs et le latin ou est-ce qu'il faut enseigner d'autres choses? Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Ce que je suis sûr, c'est que l'éducation doit nous préparer à deux choses. La première, elle doit nous préparer au futur et non pas au passé. La deuxième chose, c'est qu'elle doit nous préparer à comprendre cette variabilité cognitive et cette capacité qu'on a de faire bouger les choses très vite dans notre cerveau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, il faut que l'éducation, à chaque étage de la vie, depuis la petite enfance jusqu'à l'université, ait des cours sur l'écologie, des cours très spécifiques et uniques sur l'écologie. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui se font, il y a des tas de professeurs, il y a des tas d'enseignants qui essayent d'en donner, qui font ça d'ailleurs avec beaucoup de qualité pour la plupart d'entre eux qui le font, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui s'installe dans l'éducation, comme d'ailleurs les émotions et la variabilité. Et pour ça, il faut beaucoup plus d'oral, il faut beaucoup plus de tentatives, d'improvisation, de comprendre que je peux changer très vite, répondre à un problème qui n'était pas posé. Et il faut vraiment mettre en place dans notre éducation des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Najat Belkacem avait proposé des cours d'improvisation à l'école. J'approuve ça à 100%, non pas parce que c'est pour faire du théâtre, mais parce que l'improvisation nous impose deux choses. D'abord, toujours dire oui à une proposition qui nous est faite et de voir comment je construis dessus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxième chose, comment je dois réagir à quelque chose que je n'avais pas prévu, mais qui soudainement est là et qui m'impose aujourd'hui de réfléchir différemment. Et si on apprend ce mécanisme-là, il est bon pour toute la vie. Et il y a d'ailleurs des organisations qui donnent des manières comme ça à la fois de se former et d'agir. Je pense notamment à Engage, mais évidemment aussi à School Lab. Il y a beaucoup de ces sociétés qui nous permettent au fond de nous donner ce déclic. Mais au-delà du déclic, on fait comment concrètement? Je veux dire, ça prend du temps de Ouais. changer le monde. Comment Ouais, on le alors fait? je suis complètement d'accord. Il faut maintenant qu'on donne du temps à ce changement.
L'argent est important, bien entendu, il faut que les grandes entreprises fassent quelque chose, mais il faut surtout aujourd'hui qu'on comprenne que changer le futur, ça va prendre du temps. Et ça demande une chose en plus que du temps, ça demande de l'engagement. Il faut qu'on passe du stade à j'ai envie au stade où j'agis, je m'engage concrètement. Et ça, c'est difficile, comme on l'a vu, c'est difficile à faire. C'est vrai depuis 40 ans, c'est vrai encore aujourd'hui, on le voit avec les 80% des gens qui ont du mal à engager. Donc, il va peut-être falloir trouver des modus operandi pour le faire. Alors, donc, moi, je prends un peu au pied de la lettre l'annonce, la volonté du MEDEF de refaire passer nos entreprises de 35 à 39 heures. Je dis, OK, les gars, pourquoi pas, faisons ça. C'est Il pas va une mauvaise falloir que idée. tu nous rassures très vite là, parce que Ah, si ah oui, si tu t'alignes sur les je sens les gens positions qui du commencent à MEDEF, partir là d'ailleurs. Non, restez. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée si ces 4 heures de différentiel sont des heures d'engagement. C'est-à-dire que proposons que finalement, si tout le monde donne 2 heures de son temps, je donne 2 heures de mon temps, et que l'entreprise donne 2 heures de temps payé donc de l'ensemble de ses employés, on a soudainement 4 heures de temps données à moitié par la personne et à moitié par l'entreprise sur des projets qui doivent être exclusivement d'engagement sociétaux ou écologiques. Pourquoi je propose ça? Parce qu'on le voit bien, seul, c'est difficile de savoir que faire. Seul, c'est difficile de s'engager, de faire le pas, de prendre le temps, parce qu'on a tous et toutes énormément à faire dans nos vies. À un moment donné, il faut qu'on trouve la solution pour que ce temps existe. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut passer par une imposition, à savoir, je vous dis que vous devez donner maintenant 2 heures par semaine et que l'entreprise doit donner 2 heures par employé par semaine, ce qui fait 4 heures en tout, pour que finalement, collectivement, on se mette ensemble pour chercher des solutions. Donc, le but n'est pas d'imposer ces solutions, mais bien d'imposer le temps nécessaire à se réunir dans les entreprises, dans les systèmes, dans les administrations, pour ne réfléchir qu'à une chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Et avoir le temps de le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'encore une fois, je suis persuadé d'une chose. Tant que nous ne consacrerons pas du temps, et non pas de l'argent ou de la volonté, mais du temps à la préparation de notre futur, nous ne pourrons pas le préparer. et l'engagement, ça se construit, je pense notamment au parcours d'engagement de Make Sense, qui est un des partenaires de cette émission, qui aide les gens comme ça dans cette démarche pour aller de la compréhension à l'action. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans toutes les propositions que tu viens d'énoncer, que ce soit remettre de la nature au cœur des villes, que ce soit au fond repenser les programmes scolaires ou même imposer du temps d'action, c'est que tout est obligatoire. Est-ce que ça veut dire que la pédagogie ne suffit plus ou est-ce que d'une certaine manière, comme Hélène Binet nous le rappelle à l'instant, ça signifie qu'on est en train de comprendre qu'on a finalement plus tellement le temps de réfléchir avant d'agir et que, en gros, il y a urgence? Alors, il faut toujours prendre le temps de réfléchir avant d'agir. On l'a vu durant cette crise que ceux qui pensaient jeter les choses sans avoir réfléchi un peu avant, ça ne provoquait pas du bien. Donc, il faut toujours réfléchir avant d'agir. Par contre, il faut réfléchir un peu plus vite et surtout agir un peu plus rapidement et de manière plus spécifique. Donc, oui, effectivement, il y a une part d'obligation. Mais je dirais que cette obligation, elle est ce que l'obligation de la vie sociale en collaboration dans une société comme la France et dans le monde existe. Si je ne mets pas en place des systèmes de fonctionnement collaboratif, je ne peux pas vivre en groupe. Donc, cette obligation de vivre en groupe, elle existe déjà. Ce que moi, je propose simplement, c'est de la rendre petit à petit, de l'amener à être petit à petit plus en phase avec un besoin du futur et non pas un besoin du présent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on l'a vu avec les makers, par exemple, avec les Fab Labs, avec toutes ces personnes qui sont des créateurs et tout ça. Il faut laisser la créativité exister. Il faut laisser la créativité exister et se développer. Mais pour être créatif, il faut du temps détendu. C'est-à-dire que si je suis en train de stresser pour tout ce que j'ai à faire, pour tous les téléphones que je n'ai pas réussi à répondre, je n'ai pas le temps, ni physique, ni cognitif. Le fait de donner du temps à la fois à l'école et dans les entreprises et dans les formations à long terme, dans les formations continues, pour qu'il y ait un temps, oui, obligatoire, pour se questionner sur ça, mais que dans ce temps obligatoire, on soit libre de collaborer et de créer ensemble, alors oui, je pense qu'on créera l'engagement. Et je ne vois pas aujourd'hui tellement, et ça fait plusieurs années, ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur ces thématiques, 15 ans que je fais des études spécifiques sur l'adaptation, j'ai constaté deux choses. La première, c'est qu'à chaque fois qu'on donne du temps aux gens, ils trouvent des solutions extraordinaires. Et quand on communique de manière stable, avec un objectif à long terme, une volonté commune d'agir, on met les personnes en action.
Si on réunit ces deux choses, à savoir des gens qui donnent un moteur et d'autres qui donnent du temps, il y a réellement, j'en suis persuadé, il n'y a rien qui est inéluctable pour le futur. Alors, justement, restons sur cette question du futur. Ce sera ma dernière question d'ailleurs, car il est l'heure de laisser repartir tous nos auditeurs et nos auditrices. Mais une crise, par définition, c'est imprévu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'elle va advenir. Comment est-ce qu'on peut justement se préparer à l'inédit? C'est-à-dire que là, on va baser des choses sur la crise du Covid-19 et c'est Val dans les questions qui nous en parle. Au fond, on va se préparer à des crises qui sont semblables. Ça veut dire qu'on serait prêt à condition que l'origine de chaque crise soit de même nature. Or, par définition, elles ne le seront pas. Alors, comment est-ce qu'on peut se préparer à ce que l'on ne sait pas encore qui peut être? Absolument, c'est ce qui est le plus difficile. Il faut trois choses pour le faire. La première, c'est qu'il faut développer son imagination. Parce que pour pouvoir imaginer la crise future, qui sera justement différente de celle qu'on est en train de vivre, il faut arriver à imaginer des choses. Ce qu'on imagine ne sera jamais juste, mais ça nous donne une raison de commencer à construire quelque chose pour le préparer. Quand Magellan part pour faire le tour du monde, il part sur une carte qui est complètement fausse. Tout ce qui est dessiné et qu'il croit connaître est faux, mais il part. Et quand il part, il agit. Et finalement, grâce à ça, il va faire un tour du monde. Donc, ce n'est pas tellement de savoir si ce qu'on projette ou qu'on imagine est juste qui compte. C'est l'impulsion que ça donne pour commencer à agir. Donc déjà, il faut imaginer. Pour imaginer, il faut développer son imagination. On le fait par la curiosité, par le fait d'aller s'ouvrir à plein de choses. Casser vos biais cognitifs de persuasion, de certitude. N'acceptez jamais une nouvelle sans avoir comparé plusieurs sources pour la comprendre. Allez voir des musées, mais non pas pour juste vous alimenter, pour dire « Ah, j'ai été voir un musée », mais pour vraiment essayer de comprendre l'information qui vous est donnée. Parlez avec les gens le plus possible, et pas que des gens autour de vous, mais essayez d'avoir des contacts avec des personnes qui pensent totalement différemment de vous. C'est difficile, ça fait mal. Moi j'ai sur mon Facebook des tas de gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord. Des fois, quand je lis, j'ai envie de dire « Ah, je vais le jeter de mon Facebook ». Ben non, parce que leur point de vue alimente vos réflexions et vous impose de réfléchir différemment. Et puis enfin, travaillez votre variabilité cognitive. Ça, l'école doit l'apporter, mais vous pouvez le faire par justement, à chaque fois que vous pensez savoir quelque chose, essayez de trouver ce qui pourrait contredire ce que vous savez et d'aller chercher un truc de plus. Donc vraiment, quand on se met en marche comme ça, moi j'ai changé vraiment en 2006, je suis passé en 2005 plutôt, je suis passé de je suis pessimiste et j'essaye pas à je suis optimiste et je veux essayer. Et ça a transformé ma vie parce que tout d'un coup, je me suis mis à regarder toute chose comme une potentialité nouvelle que je pouvais explorer, découvrir. Et je suis devenu un meilleur explorateur parce qu'aujourd'hui, j'explore aussi bien dans Paris qu'à l'autre bout du monde. Parce que chaque fois que je vois quelque chose, je me dis, mais est-ce que vraiment ce que je vois est fini ou est-ce que je peux continuer de le construire? Et il y a en plus beaucoup de médias ou de plateformes pour découvrir toutes ces nouvelles façons de penser. Je pense ici au Napoléon, à Hello Tomorrow, aussi à Madines. Il y a aussi beaucoup d'innovation sociale qui se fait, notamment chez 21 et également aussi chez Make Sense. Je pense qu'il est temps, hélas, de nous quitter. Enfin, je sais qu'il est temps, hélas, de nous quitter. Euh, En t'écoutant, je me disais une chose, je pensais à Einstein qui disait que la folie, c'était de répéter toujours les mêmes mécanismes en espérant un résultat différent. À t'entendre, il me semble assez clair qu'il faut changer de système, pas par idéologie, mais par nécessité, qu'il nous faudra le faire ensemble en développant des nouvelles coalitions, à l'image de cette émission qui vous a été présentée par Sogoud, l'ADN, Moho, Ouzbek, Erika, Madines, Make Sense, Human Adaptation Institute, 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française, Schoolab, Hello Tomorrow et les Napoléons. Merci à eux. Merci à vous surtout de l'avoir suivi si nombreux et si nombreuses. Merci à Arnaud et à Valia d'avoir tout organisé, y compris de nous permettre de nous adapter en dernière minute, parce qu'il faut vous avouer que cette émission est faite désormais sur des téléphones portables parce que la moitié des ordinateurs ont planté. Merci surtout à Christian pour tes explications aussi simples que vertigineuses. Le dernier mot te revient évidemment. Alors, j'ai aussi envie de remercier toutes les personnes qui ont permis cette conférence, tous les partenaires qu'on a qui sont extraordinaires. J'aimerais juste remercier plus spécifiquement toutes les personnes qui travaillent sur l'étude Covadapt, qui font un travail de fou, sans moyens, sans rien. On n'a pas du tout de financement pour le faire, cette étude, donc on le fait tous bénévolement et c'est un gros travail. Je remercie infiniment Mélusine Malander qui m'a aidé aujourd'hui pour les slides, Jérémy Roumian qui a tout préparé aussi. J'aimerais remercier Elodie Chabrol, Mathieu Vitard, qui sont mes personnes qui m'aident aussi pour tout ça. Mais j'aimerais vraiment dire maintenant, la dernière chose, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est regardez tout ce qui se fait autour de vous. Comme l'a dit Alexandre, il y a plein de choses, de médias,
de créateurs, d'innovateurs, de personnes qui essayent. Tous n'ont pas raison. Certains peuvent se tromper, faire des choses pas intéressantes, mais parmi tout ce qui se crée aujourd'hui, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, il y a un vivier extraordinaire de réflexion, de base pour alimenter vos propres idées, d'aller les chercher. Ne restez pas passif. Et là, vous allez commencer à voir que quand on met le doigt dedans, dans cet engrenage de j'ai envie de comprendre et je tire des ficelles et j'en tire une nouvelle et j'accepte pas l'article tel qu'il est, mais je vais essayer de comprendre un peu plus loin. Alors, vous allez voir, c'est un schéma mental qui se met en œuvre et on le voit dans le cerveau. Ça transforme physiquement le cerveau, ça crée des neurones, des synapses, ça crée des nouvelles zones cognitives et ça vous donne une capacité extraordinaire pour vous sentir plus stable et mieux d'abord aujourd'hui et finalement de mettre en œuvre ce fameux futur dont on parle. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui voudraient avoir accès un peu plus à ce qu'on fait, allez sur le site de adaptationinstitute.com et allez envoyez-nous un mail à covadapt@adaptationinstitute.com et on vous enverra dès la semaine prochaine non seulement les résultats préliminaires de notre étude, mais aussi les propositions qu'on a envie de faire. Et puis, merci beaucoup à toi, Alexandre, parce que, pareil, tu as accepté un peu au dernier moment d'animer cette émission et tu l'as fait avec beaucoup de talent comme toujours. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aussi, parce que vraiment, je pense que si vous êtes là, c'est que vous faites partie des personnes qui questionnent notre futur. Et chaque fois qu'on s'appuiera sur vous, sur votre talent, votre envie d'agir, de créer et de partager vos créations, on donne un petit plus à notre futur. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous. Eh bien, merci à vous tous et à vous toutes. Merci à toi, Christian. Alors, il est l'heure de nous quitter. Alors, on ne sait toujours pas, au fond, ce que sera vraiment le jour d'après. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà plus d'espoir pour aujourd'hui. Je pense que c'est important. Je crois que nous pouvons commencer dès maintenant à aller changer ensemble ce foutu paradigme. Bonne et belle journée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.